Trois parties aujourd'hui, en fait, trois cours différents, puisque vous avez compris en fait le processus. À chaque fois, on fait trois séquences qui correspondent de facto à trois cours différents, même si on essaye de les packager ensemble pour qu'il y ait une relation. Donc ça veut dire que les cours seront bientôt en ligne. Donc grâce à nos amis du CEMU, du Centre d'enseignement multimédia de l'université. C'est en ligne depuis ce matin. Éventuellement, on demandera à Anne tout à l'heure de vous expliquer comment vous connecter sur le site. Moi, je vais le rajouter sur les pages que j'ai mis en œuvre. Et puis voilà, ça permettra... il paraît que les étudiants français sont meilleurs qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand un prof met ses cours en ligne, la moitié des étudiants en profitent pour ne pas venir au cours. Ce qui est bien évidemment un mauvais plan. C'est un mauvais calcul parce que personne ne supporte de se casser les pieds pendant 2 heures devant un écran, alors que malgré tout, quand il y a du spectacle vivant, c'est toujours un peu plus facile. Donc il y a plus de monde qui fait ça. Donc aujourd'hui, on a 3 parties. Une sur la messagerie électronique, une seconde sur l'histoire et les principes fondateurs de l'Internet, et une troisième sur les logiciels libres. Donc voilà les trois parties. Je vais fermer cette porte quand même. En revanche, même s'il fait froid, il ne faut pas fermer celle d'en haut, sinon vous avez vu, il y a un courant d'air. Donc première partie, la messagerie électronique. Je me suis posé la question, et on me l'a posée par ailleurs, pourquoi faire un cours sur la messagerie électronique ? J'espère qu'on comprendra pourquoi à la fin. J'ai un message central à dire. Tiens là, c'est le premier réseau social. Le premier en termes d'époque, il est né le premier, et c'est le premier en termes d'usage, encore y compris aujourd'hui. Donc quand on a l'habitude de parler des réseaux sociaux, des logiciels sociaux, il ne faut jamais oublier que la messagerie elle-même est le principal en termes d'usage, en termes de durée dans le temps. La deuxième raison qui fait que je voudrais vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une espèce d'évolution et qui est marquante, particulièrement parmi les jeunes, d'un mélange entre la messagerie et le web. Comme me disait le sysadmin ici, le problème c'est que pour l'instant, Internet est en train de se limiter au port 80. Le port 80, techniquement, c'est celui qui fait passer HTTP. Donc HTTP, c'est le protocole du web. Ce qui fait qu'on a un web qui finit par tout englober avec, moi, ce que j'estime être un problème de conception. Je pense que quand on mélange tout, on ne sait pas bien s'y reconnaître. Imaginez, c'est le problème de la pince universelle. La pince universelle, elle est en même temps pince coupante, pince qui permet de serrer, pince qui permet de tourner, etc. Mais elle n'a jamais la compétence ni d'une vraie pince coupante, ni d'une vraie pince pour serrer, ni d'une vraie pince d'une vraie clé pour défaire un boulon. Donc on est dans cette situation où les outils universels ne sont pas forcément les plus adaptés à la fois aux compétences les plus accentuées et deuxièmement à notre capacité à nous, individus, à ne pas tout mélanger. J'y reviendrai à plusieurs occasions, j'y reviendrai quand on parlera de la photographie, j'y reviendrai quand on parlera de la vidéo, toute une série de sujets où je pense qu'on a intérêt à apprendre à distinguer les outils. Voilà. Alors aujourd'hui, le réseau social de la messagerie est quand même largement concurrencé. Il est concurrencé par d'abord je l'ai mis en dernier sur le transparent, mais en fait c'est le premier, c'est les SMS. Donc un des premiers usages de la messagerie, c'était de s'envoyer des courts messages. La messagerie électronique au début, elle apparaissait sur un écran, 25 lignes de 80 colonnes, en ligne comme ça, et un message qui dépassait 3-4 lignes, tout le monde disait « Oh là là, qu'est-ce que tu nous encombres et que tu parles ?» Il ne faut pas parler si fort sur une messagerie. Donc aujourd'hui, ces premiers usages de la messagerie qui sont de l'ordre de l'avertissement, du contact, sont remplacés par le SMS que les étudiants ont l'habitude de pratiquer, y compris en cours. La deuxième menace, c'est bien évidemment la messagerie instantanée. Alors on parlera plus tard de la messagerie instantanée, c'est donc le MSN et d'autres réseaux de ce type. C'est la capacité donc à échanger en écrit
Et de plus en plus en écrit, puis avec de la vidéo, puis avec du son, entre des personnes à l'instant T. La messagerie instantanée, elle est synchrone. Les gens doivent être là en même temps. Un des principaux avantages de la messagerie électronique, du mail, c'est le caractère asynchrone. C'est le fait que celui qui reçoit décide du moment où il va aller chercher son courrier. Donc là, on a là une possibilité à la fois de liberté, puis de temps, et puis de stockage. Parce que dans sa boîte aux lettres, on va stocker tout ce qui est arrivé avant qu'on décide d'aller ouvrir sa boîte aux lettres. Enfin, le troisième type de danger qui menace la messagerie, c'est les systèmes que l'on appelle en anglais wall garden, c'est-à-dire les systèmes fermés. Quand vous échangez sur la messagerie de Facebook, il faut aller se connecter sur Facebook pour lire le message ou pour y répondre en tout cas, parce que maintenant Facebook a compris, il réenvoie sur la messagerie globale de l'Internet, il réenvoie les messages qui sont dans la messagerie wall garden de Facebook. Mais néanmoins, ça constitue une espèce de menace pour cette messagerie généraliste qui permettait à tout le monde de se connecter. Alors, je dis menace, mais en fait, la réalité est que ce n'est pas une menace, puisque la messagerie, malgré tout, reste le logiciel social le plus utilisé. Alors, petite note d'histoire, la messagerie telle qu'on connaît est née en 1971, elle a été inventée par Ray Tomlinson, qui à l'époque était un tout jeune homme de 23 ans, qui a fait échanger un message entre deux ordinateurs qui étaient dans la même pièce, qui étaient reliés par quelques mètres de câble, mais il s'agissait de faire une proof of concept, d'être capable de montrer qu'on savait le faire, parce qu'il n'y avait pas de différence, enfin, une fois qu'on sait le faire entre deux ordinateurs distants de quelques mètres, on peut savoir le faire entre deux ordinateurs reliés par le réseau qui allait devenir le réseau Internet. Le premier texte était sans signification, comme QWERTY ou sur un clavier anglais, juste passer les doigts. Alors ça, c'est une vraie histoire très intéressante et significative. Quand Graham Bell a fait la démonstration de son téléphone, ça a été un peu du même genre. Il a juste parlé à son correspondant de l'autre côté et il n'a pas attendu de réponse. Il a montré que le correspondant pouvait entendre et puis il est parti. Donc là, on a un aspect assez intéressant qui est que dans toute l'histoire, les premiers tests, il n'y a pas de sens derrière. On ne cherche pas à transmettre du sens, mais à prouver que c'est possible. C'est ce que Austin appelle la communication fatigue. C'est le « halo », ce terme qui n'a pas de sens, mais en fait qui signifie « ça marche ». Ça marche, je suis connecté, je suis content. Après, on va voir si on peut se parler. La deuxième invention de Ray Tomlinson, c'est l'usage de ce caractère @. Alors, d'aucuns lui ont attribué l'invention de ce caractère, dit arrobase. Non, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est un caractère qui existait auparavant dans les systèmes commerciaux aux États-Unis pour distinguer les produits des prix. C'était un produit tel prix. Donc il a utilisé ça. Il l'a utilisé notamment parce qu'il fallait trouver des caractères qui n'aient pas signification, qui ne soient utilisés nulle part ailleurs dans un message. Et on s'aperçoit de plus en plus, ceux parmi vous qui font de l'informatique, qui seront confrontés d'une manière ou d'une autre, qu'on est à la recherche de plus en plus urgente de ces caractères qui n'appartiennent pas au texte et au langage. Donc il a décidé d'utiliser le signe @ pour distinguer ce qui est de l'ordre de la personne tel ordinateur. Et donc comme il avait deux ordinateurs, il y en avait un qui s'appelait A et l'autre qui s'appelait B, et donc il a pu comme ça connecter avec une personne. Auparavant, on savait échanger des fichiers au sein du même ordinateur. Lui, il a réussi à conjuguer le tout sur deux ordinateurs différents. Bon, d'un point de vue théorique, pour ceux qui font un peu d'informatique au fond, envoyer un message consiste à ouvrir un fichier de réception de l'autre côté et à rajouter au bout de ce fichier de réception un nouveau morceau de fichier électronique. Mais que ça empêche d'effacer tout ce qu'il y avait précédemment. Ça, c'est au rôle de celui qui va gérer, qui va lire le courrier. Alors, il y a un principe dans la messagerie électronique, c'est de distinguer en fait l'expédition de la réception. Le protocole d'expédition, il est propre au domaine de celui qui envoie.
C'est le principe du courrier. Si vous voulez poster une lettre, vous allez la confier à la poste en France, même si vous voulez l'envoyer au Venezuela ou en Chine. D'accord ? Donc vous vous adressez en fait à votre fournisseur de services postal ou de services de messagerie, en l'occurrence votre FAI. Donc le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, et ce qu'on appelle donc sur la configuration de vos logiciels le serveur SMTP, c'est celui de la personne qui vous fournit le câble. Ici, je suis à l'université de Caen, donc j'utilise le SMTP de l'université de Caen. Si je suis chez moi sur Neuf, j'utilise le SMTP de Neuf. Si je suis chez une amie qui a Free, j'utilise le SMTP de Free, et ainsi de suite. Donc c'est le système de poste de celui qui vous connecte à l'Internet. Ensuite, ce système reçoit le message et va donc commencer à essayer de le transmettre, non pas directement au destinataire, mais au système de réception. Si vous envoyez une lettre au Venezuela, ça va aller en fait à l'accès central à l'aéroport de Caracas de la Poste du Venezuela. Charge à ce système-là ensuite de le redistribuer à ses usagers. La partie distribution à l'usager, il y a deux protocoles, un qui s'appelle POP pour Post Office Protocol et un qui s'appelle IMAP, je ne me rappelle plus l'acronyme comme ça. Ici, Internet Mail Application Protocol. Donc, la différence fondamentale est la suivante. Si vous êtes dans un village et que vous avez un SIDEX à l'entrée de vos villages, vous savez, ces tableaux où il y a une dizaine ou une vingtaine de boîtes aux lettres, la personne qui veut chercher son courrier se déplace, va devant le SIDEX, ouvre sa propre boîte aux lettres, prend le courrier et va le lire chez lui. Ça, c'est le protocole POP, Post Office Protocol. Dans le protocole IMAP, ce qui est un peu différent, c'est qu'en fait, on peut aller demander au SIDEX qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Le SIDEX vous dit oh, j'ai reçu 5 lettres, une de Tonton Jean, une de facture d'EDF, et à vous de décider celle que vous allez lire, les autres restent dans la boîte. Donc c'est un peu différent, ça a un avantage, celui-là, c'est que vous pouvez interroger votre boîte aux lettres de n'importe où. Par exemple, vous pouvez l'interroger depuis votre mobile, vous pouvez l'interroger de quelque endroit où vous pouvez vous trouver avec un ordinateur. Et s'il y a un message important, la facture d'EDF, vous allez la laisser sur le serveur. Donc vous la retrouverez de poste en poste. Ça a un inconvénient, c'est que le serveur, la boîte aux lettres devient énorme. Et donc il faut avoir des serveurs de grande capacité pour gérer des systèmes IMAP derrière des nuages de serveurs comme le fait Google. Donc voilà un peu le choix du protocole. Est-ce qu'on va en POP et dans ce cas on retire tout ou en IMAP? L'autre inconvénient de IMAP, c'est que quand vous êtes déconnecté, là en sortant, je vais récupérer mon mail, je me déconnecte, je prends le train, je peux lire mon mail dans le train. Donc j'ai récupéré tout le mail, il est sur ma machine. Donc voilà la différence entre les deux. Après, c'est au logiciel de mail qu'on appelle techniquement le Mail User Agent qui va être capable de gérer. Donc il va choisir un des protocoles et il va être capable de gérer ça, c'est-à-dire d'aller chercher les messages sur la boîte aux lettres, d'organiser les archives. Donc ça, l'élément important du mail, c'est qu'en fait, ce sont des fichiers qu'on a reçus et donc on va pouvoir conserver, archiver, qui vont laisser des traces pour nous-mêmes, enfin, d'autant quand les mails eux-mêmes ont des fichiers attachés, c'est-à-dire des images, des sons, des choses comme ça. Et enfin, c'est un logiciel qui gère la rédaction des envois. On a deux hypothèses pour avoir un Mail User Agent. Soit on a un logiciel spécifique, soit on utilise un webmail. Alors, de plus en plus, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous les étudiants ou les plus jeunes, c'est encore pire, utilisent que les webmails. Ils pensent que le mail, c'est un accès via http yahoo.com ou hotmail.fr ou google ou gmail.com. Ça n'est qu'une des méthodes. Un système comme Gmail, on peut soit y accéder au travers
du web, et donc on charge en fait le logiciel User Agent qui va être capable de nous gérer l'écriture, la réception, l'archivage. Ça, on le charge à l'intérieur de notre navigateur. Soit on en a un spécifique. Moi, j'utilise le logiciel qui s'appelle Thunderbird, donc, qui est ici un logiciel libre, qui me permet d'avoir mon mail ici avec tout ce que je peux recevoir à droite à gauche, qui me permet de relever, d'écrire, de répondre, enfin, et y compris d'avoir plusieurs identités. Okay. Donc, je vais y revenir tout à l'heure dans la configuration. Alors, comme vous avez ici un mail à l'université, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est mis à votre disposition par l'université. Je pense qu'il faut faire attention, quand on choisit son mail, on peut en avoir plusieurs. Je vais y revenir, parce que c'est un problème de gestion d'identité. Vous en avez un qui vous est donné par l'université, enfin 2 pour les étudiants du département d'informatique, parce qu'on est quand même bien servi ici. Vous en avez un qui est votre numéro de carte d'étudiant @unicamp.fr. Donc on voit bien unicamp.fr, ça va être le SIDEX, la boîte de tous les étudiants de l'université. Si, vous en avez un. C'est écrit sur votre carte d'étudiant. Le papier qui va avec votre carte d'étudiant, pas la petite carte plastique, l'autre, il y a le mot de passe qui vous permet de vous connecter sur ce mail-là. Le problème, c'est que si vous donnez à quelqu'un un mail du genre 2036 92.3 @unicamp.fr, ça ne va pas être génial pour cette personne. Donc l'université vous permet de définir ce qu'on appelle un alias, c'est-à-dire un autre nom pour arriver sur la même boîte aux lettres, qui est en général le prénom.nom. Ou du moins, le premier arrivé met son prénom.nom, et s'il y a quelqu'un qui a le même prénom et le même nom, ce qui est quand même assez rare, mais ça arrive, à ce moment-là, il devra rajouter 1, 2, 3, ce que vous trouvez quand vous choisissez votre nom sur le mail comme Gmail ou Yahoo. Le deuxième moyen d'avoir un mail à l'université, c'est pour les étudiants d'info d'en avoir un sur le service @etu.info.unicamp.fr, donc le service des étudiants. Et là, ce qu'on utilise, c'est votre login Unix, le login qui vous sert à vous connecter à l'ensemble du réseau. Attention, avec un mot de passe différent. Le sysadmin m'a dit « rajoute-en une couche sur les mots de passe ». Alors je rajoute une couche sur les mots de passe. Si vous utilisez le même mot de passe partout, vous avez de grandes chances qu'un jour ou l'autre il soit capté, et donc vous mettez en danger l'ensemble de votre activité sur le web. Comme j'ai essayé de vous en parler la dernière fois, notre vie s'est déplacée sur le web. Nous avons plein de traces, mais aussi nous avons plein de documents personnels à nous sur le web. Donc à un moment donné, ça peut devenir embêtant à la fois de se faire voler ces documents, puis il y a une autre manière plus pernicieuse, c'est de mettre sur votre site web quelque chose d'illicite ou quelque chose qui va vous causer beaucoup d'ennuis. Donc il faut mieux éviter ça et donc protéger ces mots de passe. C'est une situation très difficile, on va avoir l'occasion d'y revenir plus tard dans la gestion des identités, c'est la gestion de ces mots de passe. Pour l'instant, on va essayer de le laisser de côté. Donc pour les étudiants d'info, on a un webmail spécifique. Donc vous pouvez faire comme à vos habitudes, vous n'êtes pas obligé de donner à tout le monde uniquement votre adresse Gmail. Donc c'est http://mail.info.unicamp.fr et sur ce webmail, on peut se trouver un alias. Parce que si votre login ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser un alias prénom.nom à nouveau, surtout si vous êtes le premier à pouvoir le faire. Alors j'ai mis là un autre petit ruse qui va être utile pour les étudiants d'info, c'est-à-dire ceux qui ont un login Unix, c'est SMTP/S. S veut dire sécuriser toujours. Alors vous avez POP et POP/S, IMAP et IMAP/S. Bien évidemment, mon sysadmin m'a dit tu leur dis bien d'utiliser POP/S et IMAP/S sur leur système au moment de la configuration. Et il faut choisir le système sécurisé. Sécurisé veut dire quoi? Veut dire qu'en fait, entre l'émetteur et le récepteur, le canal est crypté.
Donc ça veut dire quelqu'un qui mettrait une bretelle sur le canal ne pourrait pas lire vos messages. Bon. En général, moi je suis assez sceptique parce que je pense que la plupart du temps, les bretelles sont mises directement sur le poste du récepteur et non pas sur le canal. Mais bon. Un des avantages pour vous, c'est d'utiliser SMTP/S. Et là, ça vient en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure qu'on utilise le SMTP, rappelez-vous, c'est celui qui envoie. C'est celui qui prend de votre messagerie et qui le porte à votre service postal à vous, celui de votre pays ou celui de votre système. Donc celui de Free, de Orange, de Neuf, etc. Avec SMTP/S sécurisé, on peut se servir toujours du même SMTP. Alors ça, c'est très pratique quand on est en mode mobile, parce qu'il suffit d'aller dans un café, d'avoir un Wi-Fi ouvert. Moi, je peux toujours envoyer des mails grâce à mon système SMTP/S, qui est celui qui est fourni par mon université. Pour se connecter, en fait, il faut configurer sa machine. C'est pour ça que je l'ai laissé ici, c'est pour vous montrer les configurations. Donc on a les paramètres de son compte et surtout pas oublier de mettre un nom intelligible quand on met les paramètres de son compte. C'est-à-dire l'adresse mail ne suffit pas. C'est intéressant quand on a une liste qu'on reçoit d'avoir un nom qui est présenté. Et puis si on regarde les paramètres serveurs ici, vous voyez, je définis en fait mon SMTP. Il a été défini ici, le SMTP, serveur sortant, et je l'ai défini comme étant celui de mail, donc sur le port 465, qui est en général accessible de partout. Les ports, vous savez, imaginez-vous qu'il y a non pas un fil qui sort d'un routeur Internet, mais toute une série de fils, un par port. On a droit à 64 000 ports. Donc, de facto, la plupart des systèmes autorisent le port 80, c'est-à-dire celui qui correspond à HTTP, et pas les autres. Ou du moins pas les ports 25, qui est le port du SMTP habituel. Pourquoi ? Pour éviter qu'une personne aille, je ne sais pas, à l'aéroport d'Orly, et depuis l'aéroport d'Orly organise l'envoi de millions de spams appartenant en réalité à la mafia russe. Donc pour ça, la plupart du temps, les gens bloquent le port 25. Par contre, ils laissent ouvert le port 465, puisque pour le récepteur, ça aura été envoyé par le SMTP sécurisé, en l'occurrence celui de mon université ici. Donc c'est après à l'université de savoir que si j'ai le droit d'envoyer un mail, je ne vais pas envoyer des millions de mails à des personnes comme ça. Voilà. Alors, je voudrais insister sur la nécessité de bien choisir son mail. À la fois, le mail il est en deux parties. La première partie, le nom sur lequel vous appartenez, et la deuxième partie, le service à qui vous demandez d'être votre service postal. Bon, luluptipier@hotmail.com comme mail d'étudiant, moi la plupart du temps, parce que tous les étudiants, ils finissent tôt ou tard par nous envoyer quelque chose avec un nom de ce type, 80 chances sur 100 qu'on ne lise pas. Moi, je reçois plusieurs centaines de mails par jour. Ne croyez pas que quand il y a Lulu Petit Pied qui m'écrit, j'efface avant même d'avoir regardé ce que c'est. D'accord ? Donc, il faut choisir un mail en fonction de l'image qu'on veut donner de soi-même. Si on le choisit à Hotmail, on écrit, c'est écrit sur son front, j'ai moins de 20 ans et je fais du MSN toute la journée. Ça dépend ce que vous voulez montrer comme image de vous. Si vous êtes un vieux barbu qui cherche à se faire passer, vous pouvez faire ça, mais c'est bon. En général, pas bon, surtout pas pour trouver du travail. Gmail, Gmail, ça veut dire je suis sérieux, mais bon, tout le monde a un Gmail. On peut l'utiliser plutôt comme mail privé. Et puis, ne pas hésiter à utiliser le mail de son entreprise ou celui de son université quand il s'agit des questions de votre entreprise ou de votre université. Par contre, évitez de l'utiliser pour prendre un rendez-vous pour aller faire une sortie de 5 à 7. Ça risque de poser des problèmes. Donc, apprendre, en fait, derrière le mail, à gérer plusieurs identités sur le réseau Internet. On aura l'occasion, dans plein de cours, d'y revenir. Je pense que c'est un élément très important d'accepter que nous devenons multiples, puisque ce réseau unique ou centralisé, on va le voir tout à l'heure, est en fait un réseau ubiquitaire. C'est-à-dire
quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez vous connecter à ce réseau-là, mais vous allez être à des moments, des situations, des activités, et vous allez vous montrer sous un jour différent. Quand je vais faire du jogging, je ne mets pas ma veste. Voilà, c'est comme ça. Alors, un autre élément qui est important, c'est quand on envoie un mail, toutes ces possibilités qu'on a ici. Non, écrire, c'est là. Tac. Quand on veut envoyer pour, vous voyez, j'ai toute une série de choix, pour, copie, copie cachée, etc. Ça, c'est des éléments importants à maîtriser. Très souvent, on écrit à plusieurs personnes. Autre avantage du mail, je peux, de chez moi, écrire à plusieurs personnes. Et si on réfléchit bien en termes de liberté d'expression, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. C'est la capacité de chez soi, avec le strict matériel avec lequel on travaille et on écrit à ses propres amis, de s'adresser à des listes de personnes qui sont parfois très importantes, on va voir tout à l'heure. Donc, en fait, quand on dit on met un mail tout ou à, c'est qu'on envoie à cette personne-là. Quand on fait une copie, CC, copie carbone, il faut bien se rendre compte qu'on le fait en public. C'est-à-dire, on dit j'ai envoyé à mon directeur et j'ai fait une copie à mon syndicat. Pour dire que j'en avais marre et que j'avais commencé à acheter la corde pour me pendre. Donc, on peut faire deux choses en même temps, et en faisant ça, on dit deux choses. On dit, un, je m'adresse à la personne qu'on a mis en tout, mais je mets l'autre au courant, officiellement, et donc celui qui a reçu le message voit aussi qui j'ai mis au courant derrière. Quand j'écris à mon banquier, il a le nom de mon avocat, il sait que je préviens mon avocat en même temps. Voilà, on est dans des situations où publiquement les gens savent qu'il y a des gens en copie. Par contre, il y a des moments où on veut écrire à quelqu'un et mettre une autre personne en copie cachée, en français, blind copy carbon en anglais. Et là, faire attention, ça veut dire que j'écris à quelqu'un, éventuellement j'en mets d'autres en copie, mais il y en a certains, je ne veux pas qu'on sache. Par exemple, ma petite amie que je tiens à mettre au courant de choses. Là où il faut faire attention, c'est que la personne qui reçoit en copie cachée ne réponde pas. Il faut respecter la règle du jeu. J'ai reçu quelque chose en copie cachée, ça veut dire on m'a mis au courant, mais je ne suis pas censé être au courant. Bon, si cette personne-là fait répondre, ça met tout le monde dans la mouise. D'accord ? Donc il y a une espèce de respect quand on gère le mail. Et ces trois règles-là sont malheureusement très mal maîtrisées. Ouais. Eh bien, si vous n'êtes pas dans la liste des destinataires, vous n'êtes ni en tout, ni en copie carbone. Voilà, il faut regarder ça. C'est important d'apprendre à regarder quand on reçoit un mail, en fait, à qui a-t-il été envoyé ? Êtes-vous là parce que c'est à vous que c'est destiné ? Ou êtes-vous là parce que vous êtes en copie ? Ou êtes-vous là parce que c'est en copie cachée ? Ce qui permet par ailleurs à certains d'envoyer, comme moi, je pratique ça régulièrement, j'envoie certains messages, des textes que j'écris à plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Je ne vais pas dire à chacun la liste des 1000 personnes à qui je l'ai envoyé. Chacun est mis en copie cachée, en fait. Et puis, chacun l'a donc reçu, lui, et en fait, si elle regarde le tout, je me suis réenvoyé à moi-même. Voilà. Donc ça aussi, c'est apprendre. Je ne tiens pas forcément à ce qu'un quelconque de ces lecteurs-là connaisse la liste de tous mes autres lecteurs. Et là, ça arrive au dernier point de mon transparent, reply et reply all. Répondre ou répondre à tous. Ça, c'est vraiment un élément fondamental de la gestion du mail. Et il faut absolument apprendre, c'est une pratique sociale très importante. On considère que, alors, reply, je réponds à la personne qui me l'a envoyé. Reply all, je réponds à tous les destinataires du premier mail visibles, c'est-à-dire ceux qui sont en mode tout et ceux qui sont en mode copie carbone CC. Pas ceux qui sont en blind copy carbone, là, de toute façon, mon mailer ne les connaît pas. D'accord ? Donc, l'appartenance à un groupe, le fait qu'un groupe marche, se juge à l'usage du reply all.
Si vous essayez de faire un travail collectif avec 5, 6 personnes qui sont un peu partout, et que quand vous envoyez un message, il y en a un qui fait un reply simplement, ça brise la cohérence du groupe. Donc choisir, si on fait un reply, je veux m'adresser qu'à celui qui a envoyé le message, donc c'est privé quelque part, ou je veux faire fonctionner un travail de groupe, et là c'est reply all. Donc toujours se poser la question, je suis casse-pied, hein. C'était si simple d'écrire des mails avant de se poser des questions, c'était si simple de faire reply, et allez vas-y, et puis je te raconte, je rajoute 3 mots, un smiley à la fin et tout, et puis vous avez un prof, il arrive, c'est vraiment un prof, quoi. C'est fait pour être casse-pied les profs, pour vous mettre des choses compliquées là où tout était simple avant. Je pense que c'est vraiment un élément important. C'est apprendre en fait à se positionner. Votre vie est sur le réseau. Une large partie de vos activités de production, de vos activités de culture, de vos activités d'échange interpersonnel se passe de plus en plus par l'intermédiaire du réseau. Donc connaître les modes de comportement, la politesse du réseau est en fait devenue un des éléments essentiels du savoir-vivre en réseau. Et cette histoire du reply et reply all est essentielle. Alors, un autre élément du mail, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée qu'une personne puisse s'adresser à des milliers de personnes, parfois même sans connaître leurs adresses. C'est ce qu'on appelle les listes de diffusion. On utilise le terme, on dit « je m'abonne à une liste de diffusion ». Ça veut dire « je demande à recevoir tous les messages qui sont envoyés par un émetteur de mail ». Et ces messages-là sont en fait des messages que l'émetteur reçoit. Un individu écrit à la liste de diffusion et en fait, par-delà le système de liste de diffusion, s'adresse à tous les abonnés. Alors c'est un système social très puissant. On peut avoir des listes de diffusion qui ont quelques dizaines de personnes, d'autres qui ont des milliers de personnes et d'autres qui ont des dizaines de milliers de personnes, parfois dans le monde entier. Donc on peut, avec une économie énorme, c'est-à-dire c'est une personne qui écrit un mail, le partager avec des nombres très importants de personnes et avec une gestion relativement simple. Chaque individu décide de s'abonner ou pas à la liste de diffusion, voire de se désabonner. Bon, ça serait trop beau si ça marchait si simplement que ça. Comme tout système sur Internet, il y a des complexités cachées. En l'occurrence, là, la complexité cachée tient au fait qu'un individu peut avoir abonné un tiers. J'ai mis l'adresse d'un tiers et puis il a été abonné et l'autre ne veut pas recevoir ça. Déjà, on peut être ennuyé. Une autre complexité, attendez, vous allez dans n'importe quel système où il y a plus de 100 personnes, je ne sais pas moi, une salle de cinéma où vous voudriez avoir la paix, mais il y en a forcément sur 100 personnes quelqu'un qui passe son temps à croquer des pop-corn et l'autre qui parle à sa voisine, quand ce n'est pas le téléphone d'un des 100 qui se met à sonner au milieu du film à l'instant le plus dramatique. Donc ça, c'est, voilà, vous mettez 100 personnes, il y a forcément quelqu'un qui se comporte mal, c'est inévitable. Sur une liste de diffusion, ça peut devenir très lourd. Vous avez une personne qui se comporte mal, qui injurie son voisin, il y en a forcément un qui répond « ça ne se fait pas d'injurier son voisin », il y en a un deuxième qui dit « ah oui, c'est vrai, ça ne se fait pas ». Au bout de 10 mails de gens qui disent « ça ne se fait pas », il y en a un qui dit « attendez, on se calme, on ne commence pas à inonder 1000 personnes avec les leçons de morale sur le fait que ça ne se fait pas, ok, ça ne se fait pas, mais quand même ». Et oui, l'autre, il a raison, et puis voilà, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire, soit ça part en ce qu'on appelle une guerre de flammes, et donc là, les gens, ils laissent tomber, soit ça part en « je me désabonne » parce qu'il n'y a plus rien qui se dit, il n'y a plus que du bruit. On n'est même plus dans la communication fatigue dont j'ai tout à l'heure, où en fait on vérifie qu'on est bien en communication, mais on est dans un système où il n'y a plus que du bruit et où les messages importants, c'est-à-dire les idées, éventuellement les choses drôles, hein, VDM ou je ne sais pas quoi, enfin tout ça, mais ça disparaît derrière le mode de fonctionnement. D'où la nécessité de trouver une régulation sociale. Comme tout système d'activité des individus, vous mettez des humains ensemble, ils font quelque chose ensemble. Si on ne trouve pas un mode de régulation, ça va partir en quenouille. Donc, à partir de ce moment-là, on a un système de régulation qui s'appelle le modérateur, ou la modératrice, selon son sexe. Donc, le modérateur ou la modératrice a une mission qui est très complexe.
Ça veut dire que quand un des membres du groupe de diffusion envoie un message, c'est le modérateur qui dit est-ce que j'accepte de le diffuser à tout le groupe ou pas. On comprend bien que c'est une mission difficile, ce n'est pas du tout quelque chose qui est simple. D'abord parce que s'il refuse, il va forcément être accusé de censure. Et puis s'il n'est pas là, s'il autorise tout, on va l'accuser de noyer le groupe sous des tas de messages qui n'ont pas à voir avec les raisons d'être du groupe, avec ce qu'on appelle la charte de la liste de diffusion. Donc on a là un nouveau type de métier, un nouveau type de régulation sociale qui est le modérateur. Quelqu'un qui doit avoir une conscience de laisser les choses les plus ouvertes possibles et en même temps qui doit maintenir le cap pour l'ensemble du groupe. Et bien évidemment, quand on dit maintenir un cap, vous mettez un groupe de 100 personnes, ils n'ont pas tous, il n'y en a pas deux qui ont la même idée de quel est le bon cap. D'accord ? Donc le modérateur, c'est un vrai travail auquel les gens ne sont pas formés. Il n'y a pas de formation, je n'en connais pas. Alors qu'il y a des modérateurs dans tous les systèmes électroniques où justement on étudie ce travail, quelles vont être les limites, à quel moment on peut dire ça c'est franchement hors groupe ou ça c'est à l'intérieur du groupe. Et il y a aussi un problème personnel du modérateur. Il y a quelques règles si vous devenez modérateur d'un groupe. Ne pas répondre immédiatement à un message d'un des membres du groupe. Sinon, comme vous êtes le premier averti toujours, vous pouvez répondre effectivement en même temps. Mais si vous le faites, vous vous donnez un rôle de surplomb sur l'ensemble du groupe, alors que vous n'avez qu'une fonction de régulation, ce qui n'est pas pareil. Et deuxièmement, ne pas se croire obligé de répondre à tous les messages, même si ils sont contre vous, même si tout ça. Vous n'avez pas plus d'obligation à faire fonctionner le groupe que les autres membres du groupe, du moins à faire fonctionner au sens à donner du contenu à l'intérieur de l'échange de groupe. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont membres d'un groupe de discussion comme ça, formel ou informel ? Ça se fait de moins en moins. Maintenant, ça passe principalement par des sites web, par des blogs, par des choses comme ça, et dans les jeunes générations. Pour les générations plus avancées en sciences et en conscience, il y a encore beaucoup de groupes de discussion, notamment, on verra dans le cours d'après, la majeure partie des discussions autour des protocoles de l'Internet utilisent encore les systèmes de liste de diffusion. Construction sociale égale présence d'individus antisociaux. C'est une règle de base, il n'y a pas de construction sans individus antisociaux. Sur le mail, ça s'appelle les spammers. Spam, alors il y a plein de légendes que ça viendrait d'une boîte de conserve de jambon pourri, d'autres que ça viendrait d'un sketch des Monty Python. Enfin, je ne me prononcerai pas sur ce qu'on appelle les légendes urbaines, c'est-à-dire tous les mythes fondateurs où personne ne sait quelle est la vérité, le mensonge, l'idée commerciale, l'idée marketing, etc. Ça s'appelle le spam et c'est, d'après Microsoft, 97% des échanges de mails. Non pas des échanges aux individus, mais des échanges entre serveurs. Parce que les serveurs sont obligés de se doter d'un anti-spam et donc de ne replacer aux individus qu'une partie de tout ce qu'ils reçoivent. Et quand vous voyez le nombre de spams que vous recevez, vous devez vous dire que le serveur qui gère votre courrier, lui en reçoit évidemment beaucoup plus. Alors d'où vient ce spam ? Il vient de la propriété dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est le coût marginal de la reproduction et de la transmission d'un document numérique tend vers zéro. Que j'écrive à une personne ou à 10 millions, ça me coûte le même prix, le temps de rédiger le mail. Le reste a été préfinancé quand j'ai eu mon accès à Internet, et j'ai le droit d'envoyer des mails, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, il suffit d'envoyer plein de mails en disant je suis l'héritier d'un fils de banquier qui a une fortune mais qui a besoin qu'on l'aide à la transférer au Canada, etc. Voulez-vous me réécrire pour participer à cette opération financière qui va nous enrichir tous les deux ? Ce qui est dramatique, ça s'appelle le scam nigérien, ça. Parce que c'est venu du Nigeria au début. Ce qui est dramatique, c'est que finalement, d'après une étude, 12% des gens ont un jour ou l'autre dans leur vie répondu à un spam.
ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme. Et il suffit sur des millions de personnes qu'il y en ait 3-4 qui répondent pour que, en fait, celui qui a envoyé ces millions de mails finisse par réaliser son arnaque et à gagner suffisamment d'argent avec son arnaque pour que ce soit rentable d'encombrer tout le réseau. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour se débarrasser de cet encombrement du réseau? Dès qu'il y a un groupe social, des pratiques antisociales et donc un système de régulation qui vise en général à extraire du groupe les pratiques antisociales. Alors il y a des solutions qu'on essaye d'envisager, il y a des solutions techniques, qui est ce qu'on appelle le Sender ID, c'est-à-dire un mail identifierait vraiment qui l'a envoyé. Pour l'instant, je peux prendre votre adresse et faire semblant d'envoyer un mail. Tous ceux qui sont en cours d'informatique avec nous, on apprendra à faire ça d'ici la fin de l'année. Mais tout informaticien, tout programme peut faire semblant d'envoyer en votre nom un message. Donc il y a une solution technique qui serait d'être authentifié comme expéditeur. Ça pose quand même des problèmes, notamment des problèmes de liberté dans un certain nombre de pays du monde, et c'est non négligeable. Et puis ça pose des problèmes techniques dès lors que l'on fait faire des envois à des systèmes comme des newsletters, des choses comme ça. L'autre solution, elle est juridique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la justice s'adresse à ces comportements antisociaux et prenne des mesures. C'est en juin 2008 ou 2009, 2008 je crois, les États-Unis ont finalement fermé un serveur qui s'appelait Pricevert. Dans les 15 jours qui ont suivi, le spam a baissé d'un taux de 15%. Le spam mondial a baissé de 15%. Donc il y a bien des gens dont le métier, c'est en fait d'être des supports à la mafia. Et en toute bonne logique, quand ton métier c'est d'être un support à la mafia, d'être une mule pour la mafia, eh ben on te met en prison. Sauf que ça ne se fait pas sur l'Internet pour une raison politique en fait. C'est que ça deviendrait une entrave technique au commerce numérique. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les États-Unis qui sont les champions du spam, notamment la Floride, où la plupart des spammers sont, et la Chine pour d'autres raisons. Donc c'est en fait très clairement le commerce mafieux, celui qui utilise des procédés antisociaux, est aussi un commerce qui est toujours à la source des nouveaux développements. Et comme on est dans un nouveau capitalisme numérique, eh ben, c'est les mafieux qui commencent à faire une large partie du travail. Il y a ça, il y a la pornographie, autre système mafieux, et de facto qui constitue l'immense majorité des usages. Donc là aussi, ça implique de se poser des questions de culture numérique. Alors, comment constituer une liste de diffusion? Il y a en fait un certain nombre d'outils techniques qui font le travail de recevoir des inscriptions et puis d'envoyer. Il y a un outil qui est fait par le comité réseau des universités à Rennes qui s'appelle Sympa. Donc, qui est un logiciel, vous avez, c'est sympa.fr, qui est un des meilleurs logiciels de gestion de listes de diffusion. Il y en a un autre qui s'appelle Mailman. Dans les deux cas, ce sont deux logiciels libres. On va voir tout à l'heure les principes des logiciels libres dans la troisième partie. Il faut l'installer sur un serveur. Donc là, pour ça, il faut avoir un serveur, ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Si on n'a pas de serveur, il y a quelques systèmes qui, moyennant paiement, vous permettent d'ouvrir un groupe de discussion. Certains même le font moyennement un paiement différé, c'est-à-dire de la publicité. Yahoo Group ou Google Group vous permettent de faire des systèmes comme ça, mais bon, quand c'est gratuit, il faut se méfier, on aura l'occasion d'y revenir. Donc après, il y a le système technique et puis il y a le système social. C'est-à-dire le système social, c'est qu'il faut décider d'ouvrir la liste, lui trouver un nom. Sur Internet, comme un peu partout dans la vie, on commence par naître avec un nom. Et donc il faut choisir un nom qui va accrocher, qui va signifier réellement quel est l'objectif du groupe. Il faut écrire la charte du groupe, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se met ensemble, pourquoi est-ce qu'on veut échanger. Et puis après, il faut quelqu'un qui joue ce rôle de modération, c'est-à-dire de faciliter la fluidité des activités de groupe en évitant les emballements, en évitant les pratiques antisociales et parfois en relançant l'activité quand le groupe tend à s'éteindre. Il
Il y a une courbe en général, les groupes marchent bien, puis il y a, pour une raison ou pour une autre, un burst out, c'est-à-dire ça explose, il y a plein de gens qui écrivent plein de messages, donc les gens se désabonnent, et puis le groupe retombe dans le silence. Et donc à ce moment-là, le rôle du modérateur est de relancer la mécanique. Il n'y a pas le rôle de modérateur, c'est aussi un animateur. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour étouffer, c'est parfois quelqu'un qui est là pour attiser les braises. C'est-à-dire faire en sorte que le groupe ait une vie collective. C'est difficile comme tout métier de régulation et d'animation sociale. C'est un vrai choix qui en général n'est pas payé, sauf quand on est modérateur des groupes gouvernementaux où ça fait partie de ses missions de travail. Pour le reste, c'est en général des bénévoles et on aura l'occasion plusieurs fois au cours de ce cours de culture numérique de voir l'importance des bénévoles dans la fabrication de ce système social qu'est l'Internet. D'autres questions sur la partie messagerie? Bon, est-ce que vous avez toujours envie de continuer à utiliser uniquement votre webmail ou est-ce que l'idée d'avoir un mail user agent spécifique? Oh, Gmail, c'est très bien. Gmail permet quand même de rediriger vos courriers via IMAP. Moi, sur mon mailer, sur Thunderbird, je reçois mon courrier Gmail. Donc, les systèmes, il faut essayer, en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à ne pas confondre l'usage, le système d'usage, celui qui est devant nous et avec lequel on interagit, de l'architecture générale du système. Gmail, comme les autres, c'est derrière la même architecture d'échange SMTP, POP, IMAP, etc. Et tous les systèmes qui vous proposent un mail en POP et en IMAP ont en général un webmail d'installé, donc vous pouvez y accéder depuis n'importe quel cybercafé.